Entre Brésil et Argentine, ces deux immenses voisins, la République orientale de l'Uruguay affirme sans complexe sa personnalité. La population, dont les ancêtres ont presque tous traversé l'océan, en fait le plus européen des pays d'Amérique du Sud. Ouverte sur l'Atlantique et baignée par le Rio de la Plata, elle offre à perte de vue des sols de grave pour y planter la vigne et la pampa en pâture au bétail. Le vignoble uruguayen n'occupe encore que 11 000 hectares, moins de 0,5% de la surface du territoire. 320 exploitations se partagent une récolte de 1 million d'hectolitres et les domaines excèdent rarement les 100 hectares. Les vignobles d'une cinquantaine d'hectares sont majoritaires. Vers 1880, la clôture des pâturages libéra de la main-d'œuvre qu'il fallut accueillir dans d'autres emplois, en particulier dans la vigne, pour produire des vins quotidiens. Puis le marché commun sud-américain, en ouvrant la concurrence avec ses deux voisins, mit en péril la culture des hybrides qu'il fallut arracher. Aujourd'hui, la mondialisation impose la conquête des marchés internationaux pour survivre. Des hommes entreprenants, ouverts au monde extérieur, ont relevé le défi. À la frontière du Brésil, dans la région de Rivera, au nord du pays, la famille Carao a créé le vignoble de Cerro de Chapéu. La nouvelle cave, construite en 1998, illustre la maîtrise des techniques modernes et participe au développement de la qualité des vins. L'origine de notre vignoble se situe en 1973, lorsque notre père, Juan Carro Pujol, recherchait des terres et des conditions idéales pour implanter un nouveau vignoble au nord de l'Uruguay ou au sud du Brésil. Ça fait maintenant plus de 20 ans que nous produisons du vin et que nous cherchons constamment à améliorer le vignoble. Les grands changements que nous avons réalisés ces 5 dernières années consistent à trouver l'équilibre parfait entre la plante, le fruit et la feuille. Le défi est d'améliorer la qualité de la culture de la vigne, car ce que nous ne pouvons pas obtenir dans la vigne devient difficile, sinon impossible à réaliser pendant la vinification. La cave est aussi fonctionnelle que possible, et de haute technologie tout en restant proche de la tradition. Nous avons essayé de l'intégrer dans cette zone de colline, au centre du vignoble, afin d'éviter la manipulation des raisins. C'est ainsi que nous traitons notre vin de Tanat, qui est le vin typique de ce pays. L'avenir du domaine, nous le voyons dans la spécialisation, afin d'obtenir des vins rouges de haute qualité, comme le Tanat, le Cabernet Sauvignon, le Merlot. En blanc, ce que nous produisons de mieux, c'est le Sauvignon blanc et le Chardonnay, qui est l'un des cépages du Champagne. Nous utilisons la méthode traditionnelle de fermentation en bouteille. En résumé, Sauvignon pour les vins tranquilles et Chardonnay pour les vins mousseux. Le climat est très particulier. Il se rapproche du climat continental. Il y a des coups de froid très forts et des chaleurs très sèches. La nuit, on observe des températures de 13, 14, 15 à 16 degrés. Et le jour, des températures très hautes. C'est une amplitude très intéressante pour la culture de la vigne. Le sol est pour moi fondamental. Il est très facile à travailler et la plante répond très vite par une très bonne croissance. À mon avis, ce sont les deux facteurs dominants du vignoble. Et en plus, le paysage est beau. Le Tanat fut introduit par Pascual Arriague en 1870. Il provient de Madiran, dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme les Basques qui l'ont apporté, il a su s'acclimater pour donner à l'Uruguay le meilleur de lui-même. Dans cette cave, nous cherchons à obtenir des vins de Tanat ronds, goulayants et de garde.
bien structurés, portés à leur maturité en barrique. Ce tanat me semble bien équilibré et sera un vin de garde, un vin que je travaille afin qu'il obtienne une longue vie. Je crois qu'il exprimera son potentiel d'ici quelques 8 à 10 ans. Maintenant, il est encore très jeune. Aujourd'hui, nous cherchons à étudier et à comprendre la complexité du tanat en Uruguay. Si nous maîtrisons bien la culture du tanat sur le plan œnologique, il reste beaucoup à apprendre. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Travailler l'astringence, l'âpreté du tanat. Cela afin de ne pas servir au public un tanat trop jeune, pas goulayant, mal préparé, qui pourrait agresser la bouche du dégustateur. C'est très complexe et difficile d'obtenir ce résultat, mais c'est notre devoir d'y arriver. J'ai déjà dégusté de bons vins ici et là, et maintenant je les déguste dans les caves. Le climat pour la vigne n'est pas toujours évident, mais le pays possède un grand cépage avec le tanat. Il possède des arômes très intéressants, très spécifiques, et dans le cas présent, ils utilisent le vieillissement en fût de chêne qui permet d'équilibrer ces tanins qui sont très puissants. C'est un vin qui va très bien avec la nourriture de ce pays, où l'on consomme de grandes quantités de viande. Un vin charpenté à consommer avec une viande rouge. Le vieux marché du port de Montevideo est un lieu convivial. Restaurants et bistrots accueillent, à table ou sur le pouce, ceux qui, jeunes ou seniors, viennent déguster les produits de ce terroir. C'est une fête permanente où la viande de bœuf est servie en assado, sous toutes ses formes et à volonté. L'entrecôte est moins chère que les légumes. Avec une consommation de 32 litres de vin par habitant, la boisson favorite est rarement le tanat, mais le medio-medio, un mélange gazeux de vin blanc ou rosé qui apaise les ardeurs de l'assado. Parfois considéré comme la Suisse de l'Amérique latine, l'Uruguay ne compte qu'une seule grande ville, Montevideo, 1,5 million d'habitants. La moitié de la population du pays vit dans la capitale. La prospérité et l'indépendance, nées au milieu du 19e siècle, s'affichent dans l'architecture triomphante des palais nationaux que côtoie aujourd'hui la modernité de grands immeubles et de hautes tours. De quelque côté que se porte le regard, la mer et les plages à perte de vue. La ville s'étire le long des Ramblas qui jouxtent la rive nord du Rio de la Plata. Rio que nous allons remonter jusqu'à Colonia. S'il est possible de tomber amoureux d'une région de l'Uruguay, c'est certainement celle de Colonia qui offre dans ses rues le charme désuet de son histoire. Colonie portugaise un jour, espagnole le lendemain, parfois anglaise ou capturée par les pirates, la ville de Colonia del Sacramento changea de maître plusieurs dizaines de fois avant d'être récupérée définitivement par l'Uruguay. Cette petite ville et sa région profitent d'un microclimat propice à la vigne. Les fondateurs espagnols et les jésuites qui les accompagnaient la plantèrent dès leur arrivée au XVIe siècle. On y cultivait principalement le muscat pour l'Église et les autorités. Ce n'est que 200 ans plus tard, en 1870, que la viticulture commerciale prit son essor. La région de Colonia offre un îlot de collines coincé entre le Rio de la Plata et le Rio San Juan, où l'influence atlantique est présente, mais les précipitations faibles. Des nuits fraîches, une amplitude thermique de 20 degrés et les graves du Rio favorisent la maturité équilibrée des raisins. Proche de Parque Anchorena, le vignoble de Los Cerros de San Juan est l'un des plus anciens de ce pays.
Le vignoble de 45 hectares est implanté sur un terrain légèrement vallonné. Le caractère principal de son vin provient d'un sol graveleux, bien drainé. La production, menée avec beaucoup d'attention par Hector, le maître de chai, n'excède pas les 50 hectolitres à l'hectare. Très raisonnable. Ça fait 52 vendanges que je vinifie ici. J'appartiens à la 3e génération du domaine qui fut fondée en 1854 par des Allemands. Ce furent les premiers immigrants à travailler la vigne et à créer un domaine. Ma famille faisait partie de ce groupe d'immigrés. L'histoire du domaine a toujours été liée à la production de vins fins. Jamais il n'y a eu des hybrides dans la propriété, seulement des cépages de bonne qualité et principalement du Tannat. Tous les cèpes plantés ici sont d'origine française. Nous avons des vignes de 35 ans qui sont réservées à la production du grand cru Cuna de Piedra. C'est un vin de grande qualité. On peut dire qu'il présente une excellente richesse en alcool, une bonne acidité, un bon pH et donne un vin de prestige très apprécié sur le marché européen. Para que la veas. Lástima que solo vaya a ver. Les grands espaces de terre vierge et fertile ont ouvert dès le milieu du XIXe siècle des possibilités de développement qui font encore rêver. Lorsque la famille Lahoussen, originaire d'Allemagne, s'installe dans les Cerros de San Juan, c'est avec la volonté de créer un grand domaine agricole diversifié. Élevage bovin et ovin, culture céréalière, fruitière et viticole. Ce n'est pas par hasard si le site de l'exploitation est choisi dans cette région. La proximité de Buenos Aires, qui se profile à l'horizon de l'autre rive, fut certainement le facteur décisif. La production du domaine agricole partait par barque vers la grande métropole sud-américaine, distante seulement d'une dizaine de kilomètres. Toujours à la pointe du progrès, le domaine fut réputé pour son élevage et ses emblavures couvrant plusieurs milliers d'hectares. Necesario hablar de la industria vitivinícola si todo el país gusta de los famosos vinos de los cerros de San Juan. Dans cette ambiance idéale et frénétique, axée sur le développement, les premières vignes allaient vite suivre le même chemin. Le premier grand vin, 1000 botellas, un assemblage Tannat Folle Noire réalisé en 1900, allait conquérir les marchés de Buenos Aires à Montevideo. Après les désastres du phylloxéra, alors que la majorité des viticulteurs replantaient des hybrides, variétés résistantes mais inaptes à produire de bons vins, le domaine de Los Cerros de San Juan ne se consacrait qu'aux vins fins. Très vite, il exporta dans toute l'Amérique latine. À la même époque, le propriétaire fait creuser une grande cave profonde de 10 mètres. Un travail titanesque qui prendra plusieurs années. Les foudres en chêne noir de la forêt du même nom furent construits sur place par des artisans venus d'Allemagne. 120 ans plus tard, une femme, œnologue, connue dans le monde entier pour ses talents de vinificatrice et pour la finesse de son palais, assure le suivi de cette cave. Le Tannat d'Uruguay est un vin rouge à la robe d'une couleur très intense, rubis sombre. Son nez est très expressif. Il a des odeurs de fruits épicés, de framboises très mûres. Du chocolat, du tabac
Tous ces arômes mélangés s'harmonisent parfaitement. Le Tanat est un vin qui, en bouche, présente une grande intensité. Il révèle des tanins bien présents et fournis. Des tanins à maturité, un vin ample, délicieux, un vin à boire lentement, afin de s'en souvenir. Aujourd'hui, dans la cave de Los Cerros, reposent 300 000 bouteilles de la cuvée Célébration. Un Tanat sélectionné dans de vieilles vignes. Élevé en fût de chêne pendant 12 mois, il fêtera dignement en 2004 le 150e anniversaire du domaine. Les propriétaires de Los Cerros voyagent et s'informent aux meilleures sources. Ils ont noué de cordiales et fructueuses relations avec des producteurs bordelais. Témoin, la visite du propriétaire du château Fontesto, cru bourgeois du Haut-Médoc. C'est un petit vignoble, l'Uruguay. En France, on a une expérience de la vigne de plusieurs siècles. Ici, c'est plus récent. Et on a certainement des enseignements à avoir des deux côtés, voir ce qui se fait aussi à l'étranger, parce que demain, c'est ces vins qu'on retrouvera sur nos rayons de supermarché partout en Europe. Donc il faut savoir aussi ce qui se fait ailleurs. La technique ici est bien maîtrisée, les vignobles sont bien tenus, on peut voir que c'est effeuillé. Après, au niveau vinification, tout est bien maîtrisé, il y a vraiment de quoi bien travailler. Il manque un tout petit rien, un vin qui tire une locomotive, il manque une locomotive à l'Uruguay. Il y a un château Pétrus ou un château Latour, ce sont des locomotives pour le Médoc ou le Pomerol. Il manque cette locomotive à l'Uruguay et puis c'est parti. L'Uruguay déroule ses plages de sable fin sur une centaine de kilomètres. C'est ici que l'océan devient clément. Les eaux du Rio de la Plata font barrage aux eaux froides remontant de l'Antarctique en longeant les côtes de l'Argentine et la mer devient plus chaude. Punta del Este abrite de somptueuses demeures. C'est ici que les chefs d'État rassemblés ont lancé le cycle des négociations qui devaient conduire aux accords de mondialisation, le cycle de l'Uruguay. Proche de l'embouchure du Rio de la Plata, à quelques kilomètres de Punta del Este, se dresse la Casa Pueblo. Gigantesque sculpture habitable, résidence à flanc de rocher pour touristes fortunés et demeure du peintre Carlos Páez Viraro. La magie semble caractériser cet endroit unique, inspiré de l'âme de son auteur. Un savoureux mélange troglodytique et d'appel. Ce sont les produits de la mer qui prédominent. Au relais gastronomique L'eau de Terre, on y prépare avec finesse les crustacés. Je vous présente Maria Elena, notre cuisinière, une grande amie. Notre cuisine puise ses racines dans la gastronomie espagnole et dans celle du sud de la France.
proche du Pays basque. Notre restaurant se caractérise par le développement d'une cuisine locale qui s'alimente des produits de notre région et parmi ceux-ci la pêche. La recette que je vous propose, ce sont les agnolotti à l'encre de sèche, farcis avec une combinaison de crabe et de cigale, une petite langouste uruguayenne. On met les pâtes à l'eau bouillante selon la méthode traditionnelle. Entre-temps, on fait chauffer une sauce à base de vin blanc et de moules. De moules fraîches ramassées par ici. Cette réduction doit rester tiède pour être servie. Elle ne doit pas être très très chaude si l'on veut apprécier la saveur des moules. La cuisson se réalise avec un sauvignon blanc d'Uruguay. Un vin qui donne un arôme très fruité à la moule et l'accompagne très bien. Se calienta ahí. Pour ce plat que nous appelons Sombra del Mar al Plato, nous vous conseillons tout spécialement un sauvignon blanc, un cépage qui s'est très bien acclimaté dans notre pays. Nous le recommandons vivement pour deux raisons. Il ne va jamais masquer le goût des crustacés, au contraire, il va se combiner et l'accompagner parfaitement. Ces arômes sont similaires et en réalité, l'ensemble du plat est relevé par ce vin. Notre pays fut un pays d'immigrants, principalement de Français, d'Espagnols et de Basques. De là proviennent le palais et le goût pour les bons vins. Pour posséder des vins enchanteurs, surtout ceux produits à partir de certains cépages qui se sont bien adaptés ici. Le Tanat pour les vins rouges et le Sauvignon blanc. Définitivement, nous cherchons la qualité et non la quantité. Chaque année, les vins uruguayens s'améliorent et découvrent de nouveaux marchés dans le monde. Je ne doute pas qu'en Uruguay, l'avenir du vin soit prometteur, car il a beaucoup d'atouts. Des chefs d'entreprise français viennent s'installer chez nous. Ils ont reconnu que notre terre est propice à la production du vin. Ils se sont associés avec des capitaux uruguayens pour commencer à produire, avant toute chose, des vins de très bonne qualité. Des Français à une cinquantaine de kilomètres de Punta del Este, dans l'état de Minas. Une région de collines arrosée par de nombreuses rivières. Un climat sain, une terre de pâturage qui n'est pas fatiguée, prête à recevoir la vigne. Point le plus haut de l'état de Minas, cette autre région, appelée aussi Los Cerros, les collines, culmine à 450 mètres. Cette altitude a été déterminante pour l'implantation de ce nouveau vignoble de 35 hectares, dont 18 sont déjà en production. Pour cette équipe de vignerons bordelais, commence une expérience nouvelle qui permet aussi de travailler à contre-saison et de faire 2 récoltes par an. L'esprit de la mondialisation m'a toujours tenté d'aller voir ce qui se passait ailleurs, compte tenu qu'en France nous faisons de très bons vins, mais que la concurrence devient de plus en plus vive, donc l'Uruguay pourquoi pas. On nous a justement montré des choses intéressantes dans ce pays, un climat assez proche de celui que nous connaissons dans le sud-ouest, notamment à Bordeaux, des terroirs malgré tout surprenants, des qualités loin d'être négligeables. Donc nous avons dit pourquoi pas sélectionner quelque chose. L'objectif ici que nous sommes fixés techniquement, c'est de produire 2 styles de vin complètement différents. Sur le bas de la croupe, nous souhaitons faire des vins structurés qui sont assez traditionnels de ce qu'on peut faire ici en Uruguay, en se basant essentiellement sur le cépage Tanat. En revanche ici, et ça c'est une nouveauté pour la région, c'est une tentative d'exploitation d'un terroir très différent, très caillouteux, sur lequel nous pensons faire, à partir essentiellement du cépage Cabernet Sauvignon et éventuellement d'une petite partie de Merlot, des vins beaucoup plus élégants, beaucoup plus sur le fruit, peut-être différents de ce qu'on produit traditionnellement dans l'hémisphère sud, qui répondent sans doute à une demande aujourd'hui du consommateur.
Cette vigne est là simplement 15 mois. Nous venons de faire une première petite récolte où nous avons en moyenne 400 grammes, 500 grammes par souche. Ce sont des Cabernet Sauvignon. Les rameaux sont très beaux, vous voyez, sont très mûrs jusqu'au bout. Vous voyez, ils sont même très longs. La feuille est magnifique. Elle n'a pas aucune agression ni de maladie, ni d'insectes, ni de déficience de nourriture. L'alimentation en eau est bonne. Elle n'est pas trop ni insuffisante. Nous pensons avoir ici des conditions que nous n'avons peut-être pas partout. Même dans ce pays, voire en France, où nous avons aussi des conditions quelquefois qui sont très difficiles. Dans cette région, la première difficulté que nous avons rencontrée vient de ce qu'il n'y a pas d'autres vignobles. On ne connaît rien sur ces types de sols qui sont bien particuliers. Au début, il n'y avait pas de personnel compétent. Et d'une certaine façon, c'était un peu comme... Aujourd'hui, on peut dire que nous avons conquis le désert, car à présent, nous avons près de 2 ans d'expérience et les vignes se portent bien mieux que nous ne l'espérions. Quant au résultat final, on verra bien. Ici, nous n'avons pas à négliger le côté social. Il est vrai que la main-d'œuvre est très collaboratrice, très gentille, cherche toujours à bien faire, avec beaucoup d'esprit de participation. Disons que de ce côté-là, ça nous encourage fortement. On voit des gens qui ont un esprit de responsabilité, qui cherchent pourquoi on fait cela. Mais ça n'est pas au départ notre principale raison, si nous sommes venus. C'était surtout pour mesurer les différences qualitatives, peut-être aussi mesurer la force économique de ce pays par rapport à la concurrence mondiale. En tant que jeune énologue, c'est forcément passionnant d'acquérir 2 fois plus d'expérience dans le même temps que si je restais aujourd'hui en France. C'est aujourd'hui aussi une passion que de découvrir d'autres terroirs. Et ici, il y a tout à faire. On n'a aucun recul par rapport à tout ce que l'on fait ici. On découvre au quotidien, on fait des erreurs aussi. Et c'est vrai que c'est assez passionnant de partir de zéro et de n'avoir aucun acquis à exploiter. Les succès remportés par les vins de l'Uruguay et les mesures européennes de limitation des plantations incitent les producteurs du vieux continent, et notamment du Bordelais, à tenter l'aventure sur cette terre encore vierge. Expérience à suivre. L'État de Minas, à une centaine de kilomètres de la capitale Montevideo, tire le principal de ses ressources de l'élevage bovin. La ville de Minas en est le symbole, celui de la conquête de la Pampa par les célèbres gauchos. Les grandes estancias de 10 000 hectares ne sont pas rares. Par son architecture et son environnement, San Pedro de Timote en est la plus belle. Fondée en 1854 sur les terres d'une ancienne mission jésuite, l'estancia abrite un des plus grands élevages du pays. Aujourd'hui transformé en hôtel, San Pedro de Timote offre à la fois le charme et le confort à ses visiteurs. Pour les touristes uruguayens, passer quelques jours dans l'estancia, c'est retourner aux sources de leur tradition, les gauchos.
Ici, on a gardé le culte des gauchos, et le cheval reste le fidèle compagnon. À l'Estancia, les traditions demeurent, et le gaucho est toujours fier de pratiquer l'art de mener un troupeau et d'exprimer ainsi sa joie de vivre dans l'immensité des plaines uruguayennes. Mais qui se souvient encore de la débâcle des gauchos? Avec l'avènement des clôtures vers 1880 et la mise en place de l'élevage intensif, l'Uruguay va connaître une profonde transformation de son agriculture basée essentiellement sur l'élevage bovin. De cette mutation, on ne retiendra qu'une chose. La moitié des gardiens de bétail, les gauchos, se retrouvèrent sans emploi. Le gouvernement de l'époque lance divers programmes agricoles afin d'éviter l'exode des campagnes vers les villes. C'est ainsi que fut créée la première société viticole uruguayenne. On y plante toutes sortes de cépages, du pinot noir, du merlot, du sauvignon blanc, du cabernet sauvignon et bien sûr, le célèbre tanat. Grâce à cette initiative, le petit village de La Cruz est sauvé de l'exode rural. Le nouveau vignoble portera désormais son nom, mais 10 ans plus tard, le phylloxéra fait des ravages. C'est alors qu'apparaît un hybride, l'Isabelle, qui prend la place des viniféras décimés. De quelques dizaines d'hectares, le vignoble va rapidement s'agrandir pour atteindre sa taille actuelle de 85 hectares et produire avec de forts rendements plus de 10 000 hectolitres. Depuis 1910, la famille Arocena est propriétaire de ce domaine qui produit principalement des vins courants destinés au marché intérieur. José représente la 5e génération de vignerons de la famille. Il est l'œnologue du domaine et peu à peu veut impulser des innovations pour remettre de la Cruz dans la course à la qualité. Le secteur biologique est le premier pas dans la transformation de ce très vieux vignoble. Ce tanat va être prêt pour la vendange d'ici 8 à 10 jours. Les tanins et la couleur des grains permettent de dire que dans 8 jours, il sera prêt pour la vinification. Depuis le mois de septembre 2001, le domaine de La Cruz est le premier vignoble à avoir été certifié en Uruguay comme vignoble écologique. Mais aussi le premier domaine en Amérique du Sud à être agréé par une entreprise de certification de culture biologique européenne. Sans aucun doute, dans les premières années, nous avons eu quelques difficultés à mettre en place le processus biologique, car il ne fallait utiliser que des produits d'origine naturelle, tant minérale qu'organique. En définitive, nous revenons à une forme de travail comme celle que pratiquaient mes aïeux par le passé. L'Uruguay est un petit pays qui ne compte que 3,5 millions d'habitants. Le marché national du vin est faible et nous pensons que tous nos efforts doivent se porter sur l'exportation.
et ce, principalement avec le vin écologique, qui est un produit à haute valeur ajoutée. Ces vins seront exportés vers les pays riches qui sont demandeurs de ces produits. En Uruguay, la récolte est restée manuelle. Hormis les ouvriers du domaine, la plupart des vendangeurs sont les habitants du village voisin. Ils viennent vendanger après le travail journalier. Une façon d'arrondir les fins de mois. Bien souvent, ce sont des familles entières qui se retrouvent sur la vigne. Ici, on paye à la coupe. Un jeton pour un panier de 20 kilos, l'équivalent de 15 centimes d'euros. Les jetons sont payés le samedi, mais pendant les vendanges, les commerçants du village les acceptent comme monnaie parallèle au cours fixé par le vignoble. Ces pieds de vigne que nous voyons ici sont un tanat âgé de 102 ans. C'est un tanat très très vieux, probablement le plus vieux d'Uruguay, toujours en production. Il produit encore ses 9 à 10 000 kilos à l'hectare. Ce qui est fou, c'est que malgré son âge, il donne toujours un bon vin, plein de couleurs, avec un très bon taux d'alcool. C'est notre tradition d'obtenir de tels vins. Cette année, une petite partie de la récolte a été spécialement sélectionnée par José pour l'élaboration d'une nouvelle cuvée en l'honneur de ses ancêtres et sera travaillée à l'ancienne. Avec l'arrivée de José, le domaine de la Cruz commence la reconversion nécessaire, aidé par l'Institut national de vitiviniculture, l'INAVI. L'INAVI met en œuvre la politique vitivinicole. Vignerons, producteurs privés travaillent en commun avec le ministère de l'Agriculture. Le président de la République lui-même s'est attaché à la réussite de cette reconversion. La réglementation prévoit aujourd'hui 2 catégories de vins, les vins de table et les vins de qualité préférentielle, les VCP. Des contrôles sont effectués dès le vignoble jusqu'à la mise à la consommation du vin. Les contrôles que nous effectuons dans les supermarchés servent à vérifier la façon dont le vin est présenté dans les gondoles. Avec le laboratoire mobile qui se trouve sur le parking, nous allons pouvoir analyser le produit qui se trouve dans la bouteille afin de vérifier si le contenu correspond bien à ce qui est mentionné sur l'étiquette en fonction de la législation uruguayenne sur la consommation. Un contrôle tant visuel que gustatif et physico-chimique permet de connaître la teneur en dioxyde de soufre, le volume d'alcool réel, l'acidité et les différents paramètres définis par l'Office international de la vigne et du vin. Ceci afin d'éviter toute tricherie et de protéger le consommateur. En collaboration avec l'Institut national d'investigation agricole et la Chambre de commerce des Pyrénées-Atlantiques, l'INAVI a lancé un nouveau programme de recherche sur le clonage du tanat afin d'obtenir une plante plus résistante l'INAVI intervient, celui de la promotion du vin. Hay una forma muy sana de mejorar tu calidad de vida. El vino, bueno para el corazón. En Uruguay,
la législation autorise la publicité pour tous les produits naturels sur les médias. Et c'est tout naturellement que le vin trouve sa place à la télévision, comme sur les bus. El vino es mejor, uruguayo y natural. Bueno para el corazón. Mais la meilleure promotion reste la qualité. La région de Canelones possède plusieurs domaines où sont élevés des grands vins. Cette vallée est la principale zone viticole de l'Uruguay. Sur les 11 000 hectares que compte le pays, 6 500 sont situés entre Canelones et Las Piedras, soit près de 60% du vignoble uruguayen. À 40 km au nord de Montevideo, les établissements Juanico misent aussi sur l'élaboration de vins fins. Le vignoble a été en partie remodelé pour répondre au mieux à l'évolution des goûts et à la demande internationale. Sur un territoire de 70 hectares, dont 50 sont en production, on y cultive les grands classiques comme les Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Petit Verdot, Merlot et bien sûr Tanat. Les constructions en pierre de ce domaine, un des plus anciens du pays, datent de 1840 et les caves ont conservé leur caractère original. Ici s'affinent les grands vins du vignoble. Selon les critiques, le Tanat de Don Pasquale est dans le peloton de tête. Une fois passé dans le bois, il devient plus que jamais apte à la garde. Sous sa robe d'apparence rubis sombre, il s'avère d'une complexité étonnante. Tout se bouscule d'entrée. Bois toasté et fruits rouges très mûrs. Au palais, cette puissance perdure et l'ensemble est très agréable. À l'instar des autres grands domaines de la planète, les visiteurs sont accueillis par une exposition de peinture dont le Tanat est la vedette, figure du patrimoine culturel et l'emblème du pays. Juanico est en pleine expansion sur les parcelles du Castellar, le petit château. Résultat d'une association entre la maison Juanico et une société française, le vignoble couvrira une surface de 70 hectares. La première vendange est prévue dans 3 ans. Une caractéristique de la région de Canelones est la culture de la vigne en lyre ouverte. En 1985, nous avons passé 40 jours en France avec nos ingénieurs agronomes, en visite à Bordeaux, Montpellier et en Alsace, cherchant le système le plus adéquat pour la conduite de la vigne. L'inconvénient en Uruguay, c'est le printemps pluvieux. Et nous avons constaté que la lyre ouverte a de nombreuses qualités. Elle permet un meilleur ensoleillement, le matin du côté du levant, le midi la face interne, et le soir le côté extérieur. Nous avons fait des tests de photométrie et nous avons constaté un ensoleillement de 60%. De plus, la lyre ouverte permet une meilleure circulation de l'air. L'air pénètre par le dessus et s'écoule vers le bas, d'où une diminution notable de l'humidité des feuilles.
Actuellement, il y a plus de 2000 hectares de lire ouverte en Uruguay. Et nous pensons que c'est le meilleur système pour notre climat. À côté du village de Progresso se trouve le domaine de la famille Pisano. Fondé en 1924, le vignoble de 30 hectares, dont 15 de vieilles vignes, est planté principalement de tannate. Ici aussi, on privilégie la qualité du vin. Toute une philosophie. Notre secret consiste à travailler de petits volumes dans des cuves de petite capacité. Dans notre cas, nous limitons fortement la production pour pouvoir concentrer tout l'apport de la plante dans une plus petite quantité de raisin. On travaille énormément la vigne. On effeuille les rangs afin d'avoir un meilleur ensoleillement. Nous traitons chaque variété et chaque vin comme une personne. Car nous pensons, nous les Pisano, que l'objectif de l'Uruguay n'est pas de produire de grandes quantités de vin, mais de produire des vins avec beaucoup de personnalité, avec des variétés bien typées, comme le tannate. Depuis toujours, notre famille s'est spécialisée dans le tannate. C'est celui que nous exportons le plus. Quasi 70% de nos exportations proviennent du tannate. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 16 pays. Parmi eux, la France, et nous lui en sommes reconnaissants, car la France est la Mecque du vin de grande qualité. Et nous faisons souvent la comparaison. Vendre du vin à la France, c'est un peu comme vendre du pétrole aux Arabes ou de la glace aux Esquimaux. Nous produisons un vin de grande qualité, de couleur rubis sombre avec un arôme bien particulier. Et ceci, c'est l'identité que l'Uruguay peut offrir au monde. Disons que l'on peut proposer un tannate différent qui n'est pas victime de la globalisation des goûts. Nous avons découvert qu'en termes de vin, les gens recherchent les petits domaines. Les consommateurs sont fatigués des grandes compagnies et de l'industrialisation du vin et cherchent des produits personnalisés qui sont produits par des êtres humains. Nous exportons les vins de la réserve personnelle de la famille, et cela s'est produit par hasard. Il y a 7 ou 8 ans, nous gardions cette production pour toute notre famille. Tout le vin que vous voyez dans cette cave était réservé à la famille. Et puis lorsque les amis venaient, on leur faisait goûter notre vin et en le dégustant, ils disaient « je voudrais en acheter ». Non, non, c'est la réserve de la famille. C'est pas grave, tu n'as qu'à me le vendre plus cher. Ça m'est égal car il est très bon. C'est ainsi qu'ils nous ont montré la route à suivre pour le marché intérieur. Maintenant, pour l'exportation, c'est la même chose. Et voilà.